C'est bon et l'enregistrement est lancé, donc c'est bon, tu peux commencer. Ça marche. Alors, Et ah j'ai oui, prévu Guillaume, pour, les questions un peu plus confidentielles, on fera ça à la fin. Comme ça, on coupe l'enregistrement avant, comme ça, il y aura pas de problème pour ça. oui, si jamais il y a des questions particulières, parce que là, j'ai fait un support de présentation pour le webinaire, qui est relativement, générique. Mais surtout, je pense que ce qui vous intéresse, c'est qu'on échange, voilà, de vive voix, chacun avec nos expériences. Donc n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions précises et pour tout ce qui va être un petit peu plus confidentiel sur, les business de chacun, évidemment, on pourra après l'enregistrement, être en petit comité, pardon, et puis avoir quelque chose de plus précis. Donc voilà, Est-ce c'est qu'on une peut avoir la petite, présentation, mmh. assez générale comme je vous ai dit, pour commencer donc sur, vous partager notre expérience de la silver economy. Donc pour un petit focus, maintenant c'est moi qui me présente, après vous. Donc sur Hello Artup, nous existons depuis octobre 2022. On est entreprise à mission. Donc si vous souhaitez, des conseils aussi pour, l'entreprise à mission, n'hésitez pas. On s'est constitué entreprise à mission dès l'immatriculation et là on est en train de passer également sur, l'agrément ESUS. Donc on a 2 salariés notamment, un salarié, plus de 55 ans puisque un de nos piliers, de mission, c'est donc, d'œuvrer pour l'emploi des seniors de plus de 55 ans. Et donc on s'est déployé donc maintenant depuis un petit peu plus de 2 ans, un petit peu partout en France. On a quand même 3 régions principales qui sont les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est et on travaille principalement avec des EHPAD du secteur public et associatif et donc jusqu'à présent, ça regroupe environ 1 200 participants. Est-ce que vous voyez bien, la présentation sur l'écran? C'est bon pour tout le monde? Oui. Ça marche. Et donc on est en Hauts-de-France, on a un deuxième établissement en Île-de-France sur, le plateau de Saclay. Et puis là, donc sinon, nous sommes au bioincubateur, Eura Santé. Donc voilà pour, l'établissement, Hello Artup. Et je vais vous présenter maintenant un petit film sur exactement ce que nous faisons, donc le musée virtuel inclusif en EHPAD. Donc cela permet à la fois aux résidents, aux salariés et aux familles de partager, des œuvres d'art, de culture, de patrimoine entendu au sens large. Le but est que vraiment, chacun qui souhaite participer puisse, en totale autodétermination, proposer le sujet qu'il aime et le partager aux autres sous forme d'enregistrement, audio, anonyme et qui permet ensuite d'être diffusé sur tous les écrans, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les télévisions, notamment quand on va s'adresser aux résidents qui sont en chambre. Donc on va directement dans la chambre et donc ça permet ensuite aux résidents qui se déplacent peu ou pas d'avoir le résultat, sur sa télévision également. Donc on essaye, voilà, d'inclure, tout le monde. Donc c'est vraiment de GIR 1 à 4, en EHPAD et on fait participer également, en plus des résidents et des salariés, ça peut être également des intervenants extérieurs, par exemple. Alors que je sais que c'est un petit peu conceptuel, donc j'ai prévu une petite vidéo. Est-ce que vous avez le son? Oui, mais on n'a pas la vidéo, enfin moi je ne vois pas la vidéo en tout cas. Est-ce que, Alors, tu as sûrement fait, partager une fenêtre et pas partager l'écran, heu, du coup, je pense que ça, ça fait ça. Alors je refais partager. Hop, hop là. Là, vous voyez mon écran normalement. C'est bon? non, tu n'as pas partagé l'écran, on ne voit pas. Toujours pas. Si tu as dû couper sur, Teams. Ah, c'est bon, c'est C'est bon, bon. on voit ton écran. Donc là, vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez le son cette fois?
Non, je pense pas qu'il y ait le je ne pense pas qu'il y ait le son. Il y a sûrement une barre peut-être au-dessus où ça met, tu peux partager le son de tu partages, Hop, je reviens. Alors, partager tout l'écran, partager aussi l'audio. On va y arriver. Voilà. c'est Est-ce que bon. vous avez le son? Ça marche. Donc là, on est dans un établissement. On a la première introduction par la directrice. Vous allez avoir l'opportunité de visiter notre maison sous une forme assez originale, car virtuelle, certes, mais surtout enrichie par des œuvres culturelles et artistiques sélectionnées et racontées par nos résidents et nos collaborateurs. Nous vous souhaitons une excellente visite. Et donc, vous voyez, on a réalisé avec les résidents la visite virtuelle de leur lieu de vie. Et donc, chaque petite capsule correspond à un ou une participante. Donc là, on a le Velasquez s'est peint résident Theodore lui-même. Velasquez. Alors là, par exemple, il est en train de peindre sur ce tableau qu'on ne voit que de dos. Et il est en train de peindre le roi et la reine. On les voit dans un miroir qui est placé à l'arrière de lui. Vous voyez, comme c'est quand même assez subtil. Au centre, il y a donc l'infante avec ses deux petites suivantes et la fameuse naine. Donc là, on continue. On va être cette fois avec une autre résidente qui partage ses propres dessins. Donc, on a 2 livrables. On a à la fois la visite virtuelle avec les capsules intégrées et à la fois un film en musique Je me comme suis celui-ci, mais qui fait 1 amusée heure. à reproduire des collages de Ernst avec tous ses thèmes habituels, etc. Ernst avait choisi comme second nom Lop Lop, qui est un oiseau en fait. Je pense que si tu vois comme un oiseau, c'est peut-être aussi parce que c'est la liberté, c'est ce qui est sans limite en fait. Alors, Là, c'est en un résident l'exposition qui adore la Tour Eiffel. universelle, vers les années 1880, 80 et quelques, 87, 89, la France a construit la Tour Eiffel à cette intention. Je sais que maintenant le Trocadéro, qui est le Trocadéro, c'était occupé par des pavillons étrangers. Il y avait le pavillon africain, il y avait le pavillon japonais, tout ça. Il n'y avait pas de pavillon comme ça se fait toutes les expositions universelles. Là, on va être cette fois avec une première salariée, c'est la psychomotricienne qui a choisi de mettre sa capsule dans la salle kiné Frontière entre le et qui Brésil et partage ses l'Argentine. propres J'ai eu la photos. chance de pouvoir les visiter et c'est vraiment un lieu qui m'a marqué tellement c'est sublime. J'avais déjà eu la chance de voir les chutes du Niagara aux États-Unis et déjà j'avais été impressionnée. Voilà, c'est un des trucs à voir dans le monde. Mais quand j'ai été mise devant les chutes d'Iguazu, ça a été franchement un coup de massue tellement c'était magnifique. Ouais. Là, on va être avec une autre salariée qui présente, donc c'est une aide-soignante qui présente le bracelet de sa grand-mère. Fait d'argent massif, sa robustesse et sa lourdeur rappellent symboliquement aux femmes berbères leur lien à la terre-mère et au rôle de procréation. Akhelkhal demeure un élément très important de la parure féminine. Donc, avec les résidents, quand on fait la visite virtuelle, on capture donc les lieux principaux et également aussi le jardin, donc terrasse, jardin. Elle explique peut-être que ça peut faire penser à des petites filles qui jouent dans un champ. Mon père faisait ça. Il rabattait les pétales, une herbe pour faire une ceinture, et puis une petite herbe de chaque côté, et qui faisait les bras enfin, avec une fleur de coquelicot. Je me rappelle qu'il m'avait fait une poupée quand j'étais enfant. Je trouvais que c'était amusant. Je n'ai pas été capable de le refaire à mes propres enfants, mais enfin. Donc là, on était plutôt sur les souvenirs et puis on va être maintenant sur le retour d'expérience d'une résidente. Donc, il y a un verbatim enregistré au micro pendant le vernissage, qui est un des événements également qu'on organise autour du musée J'ai virtuel. trouvé Donc, ça un vraiment beau gonflé. vernissage événement. Je me suis dit, oh là là, on est mal parti. Hein. Qui veut dire que j'ai été dans la méconnaissance totale
de ce qui se passait à la résidence, des personnes qui m'entouraient, de ce qu'il était possible de faire. Donc j'arrivais moi aussi avec des a priori, des choses qui sont peut-être en partie vraies, mais en même temps, j'étais très loin des potentialités. Ça serait intéressant de faire évoluer ce projet en proposant d'autres thématiques, des ramifications dans telle ou telle direction, et puis ouvrir beaucoup sur l'extérieur aussi, et faire venir des gens de l'extérieur et pouvoir partager avec eux ce que nous vivons et ce que finalement nous sommes capables de faire. Voilà. Alors, j'adore cette phrase que nous sommes capables de faire. Donc, on agit sur les stimulus, soit sur la création de liens, sur la lutte contre l'isolement. Là, on a une petite. J'ai choisi qu'on a l'œuvre de toute la ligne. Vincent Van Gogh. C'est son autoportrait. Je l'ai choisi car, quand j'avais 4 ans, je regardais une animation de sa vie. La dernière image était son autoportrait. C'était pendant une projection. Il n'y avait qu'une dizaine de personnes, dont ma grand-mère. Et puis, on termine par quelques retours pris pendant le Est-ce que vous vernissage. participerez au mois de septembre au prochain? Oui, bien sûr. Oh, oui, bien sûr. C'était très, très bien, oui. Eh ben, écoutez, moi, j'ai trouvé ça très bien. Et puis, c'est vraiment, quand on le voit comme ça, en film, c'est beau comme tout. C'était bien. On demande à en revoir. On se trouve que c'est bien. Ça nous rafraîchit le petit boulot. Le fait que les résidents voilà, se découvrent, se reconnaissent entre eux, voir leurs réactions aussi, que ce soit sur leurs capsules ou les capsules d'autres résidents, voilà, c'est toujours un plaisir. Il y a eu beaucoup de sourires, beaucoup de joie, beaucoup de waouh, je ne savais pas. Enfin, voilà, c'est toujours une incroyable découverte. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur Hello Art Up? Non, c'est très clair. Non, pas de questions en particulier, c'est très clair. Alors, on continue. Hop. La présentation. Elle est là. Donc, sur la Silver Economy, pour une petite présentation simple. La définition, c'est assez clair pour tout le monde. Nos seniors ont vraiment plein de besoins très différents. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver vraiment une multitude d'acteurs au sein de ce qu'on appelle la Silver Economy. Donc, on va évidemment dans les habitats, mais on va dans tout ce qui est assistante Internet, le sport. Nous, on est plutôt du domaine de la culture, la santé, l'autonomie. Et surtout, il faut savoir, là où je voulais insister, c'est qu'on est sur des grandes tendances démographiques très importantes, non seulement en France, mais également dans tous les pays de l'OCDE. Donc, ce qui est valable en France, et également, on le retrouve également sur nos proches voisins comme l'Allemagne ou l'Espagne, mais également aux États-Unis, au Canada. Et également, on le retrouve en Chine, au Japon, en Corée. Donc, on a 20% aujourd'hui des plus de 65 ans dans la part de la société, et on sera à 30% d'ici 2050. Et plus près de nous, d'ici 2030, on aura 50% de plus de seniors de plus de 85 ans. Donc, ça va vraiment changer notre manière de percevoir la société. On aura en 2030 plus de seniors de 65 ans que de jeunes de 20 ans. Donc, ça a vraiment donné une société complètement différente. Et donc, à nous aussi, voilà, de construire d'ouvrir encore plus la société par rapport à ce qu'elle est, puisque je pense qu'on a besoin d'aller vers et de faire de l'inclusion de la place pour nos aînés, pour tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Alors, les acteurs de la Silver Economy, c'est très varié. C'est comme dans la Handitech. Donc, vous avez à la fois des entreprises de toute taille, des auto-entrepreneurs comme des grands groupes, évidemment, les associations et toutes les structures médico-sociales, notamment les EHPAD, les résidences-services, les aides à domicile. Donc, là encore, pour avoir quelques chiffres, on a 11 000 structures, 11 000 maisons de retraite en France. Sur les 11 000, vous avez 7 500, 8 000 EHPAD. Je pense que maintenant, on est plus proche du chiffre de 8 000. En tout cas, c'est plus facile à retenir. Le reste, ce sont des résidences-services et des résidences autonomie. Donc, ce sont pour des résidents qui sont GIR 5-6, donc autonomes. Et donc, les EHPAD, qui sont les maisons de retraite médicalisées. Donc là, on est sur 8 000 établissements environ. Voilà, un petit peu répartis partout. Et je vous ai fait une petite répartition aussi dans le graphique d'à côté.
Là, c'est une cartographie de la silver economy qui est plus grande. Donc, c'est une petite partie que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai empruntée à Alexandre Faure, et donc qu'il a publié sur France Silver Eco. Donc, il fait une cartographie tous les ans de la silver economy. Donc, c'est des super bons outils pour connaître un petit peu tout ce qui est autour de nous, les startups, des grands groupes de différentes tailles. Donc, c'est vraiment des bons outils. Là, c'est la répartition des EHPAD que j'ai trouvée sur les Échos. Donc, en gros, à retenir, vous avez 25% d'établissements privés, 45% d'établissements publics et 30% d'établissements associatifs. Voilà, c'est plus facile à retenir comme ça. Donc, c'est vraiment très important quand vous avez public et associatif, ça représente en fait les 3/4 des EHPAD. Donc, les EHPAD privés sont en fait une petite partie du nombre d'établissements en France. Et enfin, des acteurs qui sont spécifiques pour le monde de la silver economy, ce sont les gérontopoles. Donc, ce sont des acteurs régionaux. Toutes les régions n'en sont pas dotées ou commencent juste à s'en doter. Donc, vous avez les derniers là, qui se sont constitués, notamment, je pense, les Hauts-de-France, le Centre Val-de-Loire et la Corse. Et donc, ce sont des acteurs qui permettent de fédérer eux-mêmes d'autres acteurs et donc avec qui on peut, en tant que structure, avoir voilà, plein de demandes particulières. Et nous, notamment, nous avons travaillé en particulier avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Donc, c'est celui qui est nommé Gérontopole Autonomie Longévité. Et donc, nous avons travaillé en binôme avec le Gérontopole et le CHU d'Angers pour établir une évaluation. Donc, c'était vraiment une collaboration très fructueuse. Donc, c'est vraiment des acteurs voilà, que vous pouvez aller chercher, qui sont plein de ressources et qui sont particuliers au monde de la silver economy. Laetitia, je vais juste te couper 2 secondes, pour, qu'on améliore un peu la lecture de ton diaporama. Est-ce que tu pourrais le mettre en mode de grand écran, si c'est possible? Oui, bien sûr. Super, merci beaucoup Laetitia. Alors, le diaporama, hop. Ah super. Voilà, donc là, on est, je reprends sur les 3. Donc, la cartographie, ce sont des éléments quand vous tapez cartographie silver economy, vous avez plusieurs années différentes. Elles sont, disponibles sur une recherche Google. Donc, c'est le travail de Alexandre Faure, donc, Sweet Home, avec France Silver Eco. Donc, voilà, c'est vraiment une petite partie, hein. La carte est plus grande, mais là, c'était plus lisible. Vous retrouvez plein d'acteurs différents. Sur la répartition des EHPAD, donc là, c'est un article récent des Échos. Donc, il faut bien l'avoir en tête que non seulement donc, les EHPAD, c'est une partie parmi le secteur de ce qu'on appelle les maisons de retraite. Et donc, ensuite, le secteur privé est en fait un quart de tous ces différents établissements. Et donc, la carte des gérontopoles, donc c'est pareil, vous les retrouvez. Là, c'est une source que j'ai trouvée sur Epadia. Hop là. Alors surtout, bah, on a affaire à beaucoup de défis et solutions comme, vous avez, tous, notamment donc les barrières technologiques. Mais celle que je voulais plutôt voir avec vous, c'est peut-être celle qui vous importe le plus, c'est le financement. Hem, pour partir un petit peu sur le dialogue, est-ce que vous avez, vous, en Ditech, déjà utilisé des financements, publics, eu recours, à ce qui s'appelle la conférence des financeurs, eu recours, à l'ARS, eu recours à des appels à projets, des financements européens? Ou Oui, tout ça. aucun du tout? Cite tout ce qui a été cité. OK. Nous avons conférence des financeurs, Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous avons eu aussi l'Agence régionale de santé. Nous avons fait surtout appel à des financements publics et on a beaucoup de mal à trouver des financements privés. Mmh. Moi, de mon côté, j'étais pour l'objet anti-burnout. Lorsque j'ai été testé en EHPAD, j'ai été subventionné par la BPI, mais c'est pour le côté plutôt burnout. Par contre, après discussion avec les EHPAD, je
me suis rendu compte que chacun me disait qu'il n'avait pas vraiment de finances lui-même pour pouvoir intégrer un appareil pour rééduquer la concentration. Éventuellement, ce qu'il pouvait faire, c'est lorsqu'un lit médicalisé, par exemple, avait été prévu pour être remplacé au bout de 5 ans et qu'il était encore fonctionnel, eh bien, les 2 ans supplémentaires leur permettaient de ne pas avoir à financer un nouveau lit pendant 2 ans. Donc, l'amortissement correspondant pouvait servir à financer un appareil comme le mien, mais ça restait très ponctuel. Mhm. Et du coup, pour notre part, donc nous, on est suivi par SEMIA et on a eu un financement de la BPI uniquement pour le moment. Donc, on est en train de D'accord. travailler justement sur le financement, voire pour aller plus loin. Et les fonds propres. Les fonds propres, oui, principalement, effectivement. Donc, oui, on compte rentrer des investisseurs privés, du coup, cette année. Et puis, travailler, on travaille, on a un grand rendez-vous la semaine prochaine avec la communauté européenne d'Alsace. Donc, voir effectivement au niveau des financements, financement européen également, qu'est-ce qui pourrait être disponible et faisable par rapport à... Nous, on est dans l'habitation et solutions d'adaptation PMR, donc, et pour seniors, donc voilà. D'accord. Donc, c'est effectivement un petit peu tout ce que je voulais brasser avec vous. Donc, il y a notamment peut-être France 2030. Il y a pas mal d'appels à projets qui sont ouverts sur France 2030. Là, il y a une fenêtre qui s'est ouverte sur santé mentale, avec une fenêtre fin janvier, une autre qui sera en septembre si je ne me trompe pas. Donc voilà, sur France 2030, il y a peut-être aussi des choses, à aller voir. Il y a effectivement des financements européens. Alors ça, moi, je n'y suis pas encore allée. Par contre, effectivement, sur les formes de financement, donc la conférence des financeurs, il y en a une par département. Donc c'est un petit peu un travail de fourmi en fonction des départements, que vous voulez adresser. Il faut aller, chercher l'appel à projet avec la date de parution, le dossier. Les dossiers sont pas les mêmes, les dates de parution sont pas les mêmes, les règles sont pas les mêmes à chaque fois. Donc il faut essayer effectivement, de voir les départements. Ici, Voilà, c'est aussi par contre la conférence des financeurs permet d'obtenir une source de financement. Donc ça, c'est vraiment assez, ça permet aux établissements de pouvoir s'équiper de solutions. Donc il y a également tout ce qui est, donc l'ARS. Donc nous, on a pu avoir le volet, culture santé. Voilà, mais il y a d'autres volets dans l'ARS. Donc là, on est sur un niveau régional et pas au niveau du département. Donc là, on est sur, donc la perte d'autonomie, donc plutôt les EHPAD. Et pour tout ce qui va être résidence autonomie, donc les résidences autonomie ont des moyens de financement, propres puisqu'ils sont dotés, d'un forfait autonomie, par le département. Donc ils ont vraiment cette source. Et puis il y a aussi des appels à projets CARSAT. Donc les CARSAT, c'est encore un autre découpage, c'est entre la région et le département. C'est d'autres formes de découpage. Donc là, c'est pareil avec des appels à projets qui vont être différents en fonction de chaque CARSAT et puis des objectifs aussi qui vont être différents. Donc à part les consulter, régulièrement, avoir des objectifs, géographiques, voilà, c'est vraiment un petit peu, le le millefeuille des aides à aller chercher. Mais notamment peut-être sur l'Alsace, il y aurait peut-être effectivement quelque chose à faire. Et puis après, il y a les mutuelles. Donc ça, c'est vrai qu'il faut penser à aller toquer à la porte des mutuelles. Donc il y a, une dizaine de mutuelles qui, sont habilitées, donc qui travaillent, heu, dans le secteur donc donc qui sont avec l'Agirc-Arrco. Et donc, c'est une dizaine de mutuelles. Donc les plus connues, c'est AG2R, c'est Malakoff Humanis, c'est Clésia, mais il y en a une dizaine en tout. Et donc qui peuvent aussi, voilà, peut-être être des sources de financement. En tout cas, c'est vraiment des acteurs, qu'il faut, je pense, aller voir. Voilà, on a commencé nous à notre petite échelle, mais on est loin d'avoir, vu tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment important d'essayer de se faire connaître par tous les acteurs différents. Et puis surtout localement, les acteurs sont pas les mêmes en fonction des territoires. C'est vrai qu'en Alsace, on a eu le soutien, nous aussi, la communauté européenne d'Alsace,
sur le déploiement d'une solution dans un établissement sur Strasbourg. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe sur ce territoire-là et qui, du coup, il n'y a pas des communautés de communes qui ont autant de pouvoir que ce qu'il y a sur le territoire alsacien. Ça, c'est important. Et puis surtout aussi, ne négligez pas tous les appels à projets, les concours. Donc ça permet aussi, d'avoir des prix. Donc voilà, ça fait du cash en plus, c'est vraiment important. Donc ça prend du temps, je sais, mais voilà, il faut pas les mettre de côté et c'est pareil, c'est publié, au fur et à mesure. Donc là, par exemple, nous, on a eu, un des 3 concours, enfin un des 3 prix, du département de l'Eure sur le bien vieillir. Donc là, voilà, c'était fait par le département de l'Eure, c'était ponctuel, c'était au mois de décembre. Il n'y en a pas du tout dans chaque département. Donc c'est vrai qu'après, il faut être un petit peu à l'affût sur ce qui peut paraître. C'est beaucoup de travail de veille, c'est vraiment une grosse, grosse partie, du travail. Le Après, nous, travail de veille. on travaille pas que sur l'Alsace, hein, on a fait des concours dans toute la France. On a participé à... On a participé à la Coworkit. Coworkit, oui. Coworkit, on dit Tech Trophy. Et là, récemment, on a été récompensé par Innovage, justement, auprès de la communauté européenne d'Alsace pour la solution. Voilà. Donc, D'accord. on peut travailler soit effectivement dans sa région, mais on peut aussi parcourir un peu tout ce qui Ah existe oui, pour se faire tout à connaître. fait, parce que Pour déjà pour se faire connaître. Ouais. Et puis surtout, les acteurs sont pas forcément les mêmes et vous n'êtes pas accueillis de la même manière en fonction des régions. Voilà, clairement, nous, par exemple, on a beaucoup de mal à percer en Bretagne. Il y a d'autres régions sur lesquelles ça a été plus facile pour nous. Donc voilà, il y a des réalités de terrain qui vont être des hasards de rencontres aussi de personnes avec qui, voilà, qui vont aider, appuyer, soutenir la solution. Donc c'est vrai que se faire connaître des différents acteurs, c'est pareil, ça prend du temps. Demander des rendez-vous aux différentes conférences des financeurs. Donc, à chaque conférence des financeurs, vous avez un chargé de conférence. Donc, voilà, de demander des rendez-vous pour présenter la solution. Pareil sur l'ARS, pareil sur les CARSAT. Donc, c'est un petit peu un travail de fourmi. Là, il y a le concours La Fabrique Abeille qui clôture au 10 janvier. Donc, voilà, c'est encore temps de déposer les dossiers. Il y a un concours avec Silver Valley et Ecclesia. Donc Silver Valley, c'est aussi un partenaire de la Handitech, voilà, un acteur très important du monde de la silver economy. Et donc là, il y a un concours Silver Valley Ecclesia qui, de mémoire, se termine au 10 janvier, si je ne fais pas d'erreur. Et là, c'est une thématique très, très particulière sur les sujets tabous en silver economy. Voilà ce que j'ai en tête. Je ne sais pas si jamais vous avez d'autres retours d'expérience, mais c'est vraiment important aussi de passer par là. C'est vraiment de se faire connaître pour avoir le maximum d'opportunités pour, voilà, pour développer la solution, surtout dans le secteur public, parce que ce sont des secteurs, enfin des établissements qui sont vraiment partout sur le territoire. Donc, il faut vraiment aller les chercher et faire du porte-à-porte. Donc, bâton de pèlerin. Voilà, il y a pas beaucoup de secrets à part celui-ci. Et donc les mutuelles, je pense que personne n'a parlé des mutuelles, mais c'est vraiment important. La CNAV aussi. Oui, Xavier, pardon. Oui, alors justement, il y a la problématique du dispositif médical. Et tu parlais de mutuelles. Justement, j'ai interrogé Ecclesia lors du Paris de l'innovation où j'étais convié. Et j'ai rencontré donc quelqu'un qui s'occupait de l'innovation chez Ecclesia. Elle m'a dit aussitôt, non, mais si ce n'est pas dispositif médical, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Et à contrario, d'autres me disent, pas des mutuelles, mais d'autres, on va dire, responsables
d'organismes psychosociaux me disent non, c'est pas médico-sociaux, pardon, me disent non, c'est pas la peine que ce soit dispositif médical. Alors ça, c'est quand même une problématique parce que ça coûte très cher de passer un appareil en dispositif médical. Ça veut dire que ça a un impact sur le prix qui va être énorme. Moi, par exemple, mon appareil, je compte le vendre à un prix public de 50 € pour que ce soit accessible par la plupart. Et en réalité, si je le transforme en dispositif médical, il va falloir que je double ou triple ce prix parce que j'aurai de tels coûts et de telles, pas perte de temps, mais en tout cas beaucoup de temps passé là-dessus que ça va être difficile. Alors, toi, de ton côté, comment tu as pu gérer ça? Parce que je sais qu'on peut être dispositif médical même lorsqu'on est virtuel, si je puis dire, numérique. Oui, tout à fait. C'est une question que je suis en train de me poser, et notamment via le dispositif France 2030. Ça fait partie de mes objectifs. Donc, pour moi, la fenêtre, voilà, savoir si jamais je dépose sur la fenêtre de janvier ou de septembre. Mais en tout cas, ça peut être une aide, justement. France 2030 peut être une aide. Alors, évidemment, ça ne couvre pas du tout 100% des dépenses. Je crois qu'on a Ouais. 45% si je ne fais pas d'erreur. Mais bon, voilà, ça permet au moins de couvrir une partie des dépenses. Voilà, après, bon, voilà, tu vois, on travaille sans être dispositif médical au sein des EHPAD aussi. Donc, il y a beaucoup de dispositifs qui ne sont pas dispositifs médicaux. Mais je pense que c'est un vrai plus. Enfin, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme un vrai plus. Après, ce qui a aussi beaucoup changé pour nous, ce qui était très important, c'est de faire 2 grosses mesures d'impact. Donc, on a travaillé avec 2 acteurs. Un premier acteur qui est Kimso, qui est un acteur de mesure d'impact qui travaille avec AG2R et avec Malakoff Humanis, par exemple. En tout cas, qui est connu dans le médico-social, donc pour sa rigueur. Donc voilà, on a fait cette étude d'impact qui a permis de regrouper 150 participants sur 12 départements. Donc ça, je pense que c'est aussi très important d'aller sur la mesure d'impact. On a fait une autre évaluation également, comme je vous ai dit au début, avec le CHU d'Angers, le Gérontopole, les Pays de la Loire. Donc là aussi, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment aussi un pas important quand on s'adresse à nos autres, à des établissements, par exemple, au sein de CHU. Voilà, c'est vraiment une démarche qui, pour eux, compte beaucoup. Qu'on ait justement fait, nous, ce cheminement, en plus d'être entreprise à mission, puis on se dirige en plus sur l'ESUS, sur l'agrément ESUS. Mais bon, ça, je pense pas que ça fasse enfin, c'est plutôt pour nous, mais c'est pas un argument. Enfin, on contractualise pas si jamais on a agrément ESUS ou pas, ça a pas d'importance. Mais par contre, la mesure d'impact, oui, j'ai vu une réelle différence. C'est vraiment important. Surtout que voilà, on a pris du temps, on l'a fait, c'est forcément des tiers, c'est pas nous qui nous auto-évaluons, donc ça a beaucoup de poids. Heu, voilà, mais c'est pareil, c'est des fonds, ça prend du temps, ça coûte cher, c'est un véritable engagement pour des petites structures, donc Oui, j'ai discuté avec ouais. Kimso justement en leur disant, en D'accord. pleurnichant un peu, que j'étais un start-upper, etc. Mais bon, ça les a pas attendris pour autant, ce que je peux comprendre évidemment, hein. Et toi, tu te souviens combien ça t'a coûté à peu près cette mesure d'impact chez Kimso? Ça, je pourrais te le dire, après, parce qu'on rentre dans des choses business plus confidentielles, donc je pourrais te le dire, hors de l'enregistrement, et on pourra échanger plus avant. Ok. Et juste pour, voilà, pour intervenir aussi là-dessus, nous, on a fait l'étude d'utilisabilité avec des personnes qui sont passées effectivement avec la société RUMB. RUMB. Voilà. Donc, si jamais D'accord. vous avez besoin de comparer certaines Du choses, coup, voilà. tu as pu avoir une aide pour travailler Oui, avec eux? non, c'est pareil, c'est ce qui a été dit, voilà, il n'y a rien qui les attendrit. Mais après, je pense que ça fait une vraie différence enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment senti une différence cette année où, voilà, on a parlé, on a partagé nos résultats. Enfin, c'est ouais, une vraie différence. Il y a une publication scientifique qui doit paraître encore sur heu, sur la revue du CHU. Enfin voilà, on va continuer à en parler, mais ça, je pense que c'est vraiment très, très important, C'est surtout important. quand on a des financements publics, par exemple, via la conférence des financeurs.
voilà, c'est quand même important de mesurer notre impact. Voilà, quand on bénéficie d'argent public, je pense que c'est encore plus précieux. Voilà. Tu t'en sers Et surtout peut-être à titre prendre de communication, donc pour asseoir tes arguments. Bah, à titre de communication, puis surtout d'apprendre. C'est-à-dire que nous, du coup, on a vraiment appris, on s'est, forgé notre méthode sur plusieurs mois. On a travaillé sur nos indicateurs d'impact qu'on a fait sur mesure. Donc nous, on a vraiment aussi, acquis, des capacités, enfin, on a vraiment, progressé. Ce qui fait que Ouais, d'accord. maintenant, à chaque fois qu'on propose un projet à un établissement, on propose la mesure d'impact. À chaque projet, on est capable de la mettre en œuvre parce que justement, bah, on a fait tout ce travail. Quels sont nos indicateurs d'impact? Comment on les mesure? Comment on les suit? Et du coup, en plus de le faire de manière globale sur Hello Art Up et sur un nombre de projets donnés, maintenant sur chaque projet, on est capable de les donner. On a des questionnaires. Donc ça, c'est vraiment, c'est très, très précieux, d'être en capacité avec nos acteurs de pouvoir leur dire: «On va pouvoir, heu, faire la mesure d'impact. On a des outils, où pouvez-vous la faire? On peut aussi, vous donner, notre méthode et vous pouvez vous aussi, vous saisir des questionnaires». Donc c'est non, c'est vraiment beaucoup plus que de la communication. C'est vraiment un savoir-faire, et puis un engagement, qui pour moi me paraît essentiel, mais c'est vrai que c'est une démarche. Ça prend du temps, voilà, mais D'accord. voilà, je trouve que c'est vraiment très, très important. OK, merci. Alors pour reprendre, donc les défis, les solutions, donc voilà les barrières à l'entrée, les barrières technologiques, les réglementations. Heu, donc là aussi, il y a des choses qui vont changer, hein, sur le gouvernement en fonction des différents statuts, le CIR, pas le CIR et cetera. Bah, tout ça effectivement, c'est des défis et puis, ce qui est vraiment très important aussi, ça, c'est de mettre le résident, parce que nous on travaille beaucoup en EHPAD, donc c'est de mettre le résident, vraiment comme utilisateur et qu'il soit, acteur et pas simplement, passif, de l'utilisation. Voilà, mais nous on a dans le milieu de la culture, donc c'est un petit peu, particulier. Et donc je voulais, voilà, vous partager, des études, de cas, voilà, de partage, de partenariat, d'initiatives. Voilà, si jamais vous souhaitez qu'on prenne un petit peu de temps là-dessus, ensemble, si vous a voilà, que je vous partage heu, des des belles collaborations, et puis si vous avez aussi, des belles collaborations à partager, hésitez pas, que ce soit avec d'autres startups. Donc je pense que c'est vraiment important, d'essayer, d'aller voir avec d'autres startups ce qu'on peut apporter aussi, complémentaires. Donc là, nous, on est en discussion avec, plusieurs partenaires, donc pour, voilà, étoffer notre offre et puis, apporter quelque chose de voilà, d'original. Heu et ça, je pense que c'est super important d'avoir des partenaires, différents ou proches, mais pas concurrents, mais avec qui, voilà, on peut vraiment apporter des solutions. Je passe par exemple, nous, on propose pas de casque de réalité virtuelle, mais on peut avoir, des partenaires qui, eux, peuvent proposer les supports de casques de réalité virtuelle, donc qui peuvent être vraiment des super partenaires si jamais l'établissement, souhaite s'en doter. Voilà, c'est pas la peine de lui dire: «Bah, achetez dans le commerce, un casque», mais du coup voilà, de faire cette mise en relation, c'est super important. Heu, voilà, donc avec des startups, avec, des établissements. Oui, oui, Xavier? Excuse-moi. Hem, pour chacune de tes implantations, en gros, qui a payé? Je ne te demande pas des Alors noms, hein, mais est-ce que non, c'est bien les sûr. Alors on a eu des établissements, que ce soit privés, publics ou associatifs. On a eu des établissements donc qui ont payé sur leur budget propre, y compris des établissements publics. On a eu aussi, des conférences des financeurs, des ARS culture santé. Heu On a eu aussi, par exemple, un accord avec Malakoff Humanis, sur l'Île-de-France, sur quelques établissements, donc un accord, régional. Et puis, également Fondation des Hôpitaux de France, qui a soutenu certains projets. Heu, voilà, donc à chaque Donc fois, en fait, c'est vraiment tu aides les des mauvais interlocuteurs. À chaque fois, il faut que tu détectes qui pourrait, financer ton implantation.
Exactement, si jamais l'établissement ne le peut pas, parce qu'en fonction de l'établissement, on va aller chercher un financement effectivement qui va permettre de trouver une solution. Euh, Après, on essaie aussi d'aller chercher des fondations. Donc, je pense à des fondations bancaires, par exemple. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de go, mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de travailler. Euh, voilà, on essaie d'avoir d'être ingénieux sur plein de solutions. Mais c'est vrai que les finances des établissements sont compliquées. Donc, il faut que nous, on soit inventifs aussi de notre côté. Toi, tu dirais que c'est quel pourcentage d'EHPAD qui ont eux-mêmes financé sur leurs fonds propres? Ça dépend. Après, comme nous, on a une offre avec plusieurs tarifs, évidemment, plus le tarif, plus on est sur la première solution et plus on a eu de financement propre, plus c'était des solutions, les tarifs plus élevés, plus on a fait appel à des cofinanceurs. Et ensuite, l'EHPAD continue de toute façon à garder une partie de financement. Après, on travaille avec des EHPAD, mais on a travaillé aussi avec d'autres acteurs comme des résidences autonomie, des résidences services seniors. Voilà, donc on a eu par exemple aussi un soutien de la CARSAT sur 2 résidences autonomie. On a eu aussi les résidences services seniors. Donc, sur chaque acteur, ça va être différent. Et Ouais, d'accord. après, les acteurs privés, donc notamment en EHPAD, c'est 25 du nombre d'établissements. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas notre priorité. Nous, on s'adresse vraiment beaucoup et on a une solution qui est vraiment adaptée, aux EHPAD du secteur, public et associatif. Mais voilà, mais c'est aussi, des grands groupes, à aller voir aussi, bien sûr. Et en général, ils ont eux-mêmes une idée de qui pourrait financer. Je veux dire, tu vas voir un établissement, il ne peut pas financer lui-même, en tout cas pas totalement. Il a une bonne idée de qui tu pourrais, il te donne le contact ou pas spécialement si tu fais. Oui, après, bah, tout bêtement, j'allais dire, il y a la conférence des financeurs. Voilà, après, faut regarder les fenêtres de dépôt de dossier. Si jamais on rentre dans la thématique qui est sollicitée cette année-là, puisque les thématiques varient. Là, on sort d'une année où il y avait quand même beaucoup de thématiques autour du sport ou autour de l'hygiène bucco-dentaire. Voilà, après, il y a des thématiques où il faut que ce soit 60% de résidents et 40% d'aidants. Chaque dossier de département a des modalités différentes, des temporalités différentes. Il faut répondre sur des dossiers, sur des démarches simplifiées. Donc voilà, tout ça, c'est différent à chaque fois. D'accord, merci. Mais c'est un petit travail de fourmi, hein, ça c'est clair. Heu et après, par contre, bah, on se fait connaître aussi sur le territoire. Donc ça, c'est aussi important de se faire connaître, de se faire connaître d'autres acteurs. Heu Donc voilà, après il y a d'autres acteurs, voilà, il y a des départements où on a, bénéficié d'un soutien d'une conférence des financeurs et puis on s'est fait connaître du coup d'autres acteurs qui sont venus nous voir, des acteurs privés qui eux, du coup, avaient plus de financement et qui, voilà, ont pris la solution. Donc voilà, c'est aussi comme ça de démarrer, mais c'est Ouais. enfin de mon expérience là depuis 2 ans, on est vraiment sur, quelque chose d'extrêmement territorialisé et ça marche, très bien. On est vraiment une fois qu'on est sur un territoire, on est aussi, avec des des acteurs qui vont pouvoir, parler à d'autres acteurs et donc ça, c'est vraiment très, très précieux. Bah, les meilleurs commerciaux, c'est nos clients, hein. Donc, bah, ça, Ouais. quel que soit de toute façon, les domaines, hein, c'est pas du tout que dans votre domaine, enfin dans la Handitech, c'est bien sûr également. C'est vraiment très, très important donc, bah, quand l'animateur, le directeur, la directrice de la structure, parle, de ce qu'on a fait, c'est hyper, hyper important. Mmh mh. Donc, c'est vraiment, se faire connaître, et puis espérer que les EHPAD aient bientôt d'autres modes de financement puisque nous, ce sont vraiment les structures avec lesquelles on travaille le plus. Donc, voilà, on espère que les finances vont aller mieux, aussi avec, bah, vous savez tous, le gouvernement, les nouvelles lois de programmation. Il y a la loi grand âge qu'on attend tous depuis des années, donc peut-être qu'elle va finir par arriver. Heu, voilà. OK, très bien, merci. Et après, il faut vraiment distinguer, on a vraiment les acteurs de la perte d'autonomie, donc je pense que vous, ce sont vraiment des acteurs qui vous intéressent le plus,
par rapport au secteur des seniors autonomes de résidence autonomie et résidence service. Je pense que du coup, vous êtes, enfin, en prospectant, ça va être plus les EHPAD, donc les personnes âgées en perte d'autonomie. C'est ce qui est le plus en lien forcément avec, avec le secteur du handicap. Ouais. Et on a aussi beaucoup de salons. Donc, il y a une liste assez impressionnante de salons dans le monde de la silver economy. Alors, évidemment, on les fait pas tous, mais c'est impressionnant. Moi, auparavant, je travaillais, dans les musées et on avait un grand salon une fois tous les 2 ans et là, je pense que, sans mentir, je pense qu'on doit être à 3 par mois, au bas mot. Il y a des grands salons, nationaux, il y a des salons régionaux, il y a des salons par département. C'est assez impressionnant le foisonnement. Et après, on va pas aller chercher à chaque fois la même chose. Il y a évidemment beaucoup de salons payants, mais il y a aussi des salons gratuits et je pense, très sincèrement aussi de l'expérience qu'on a retirée sur notre présence en salon depuis 2 ans. Donc voilà, il y a des salons qu'on n'a pas fait cette année parce que, on n'y a pas trouvé notre bonheur. Donc bah, c'est un petit peu comme tous les salons, hein, on voit ce que ça nous a apporté après. Est-ce qu'on a eu des clients? Est-ce qu'on a eu du bouche à oreille? Est-ce que, bah, quand on n'a pas eu et que c'est juste de la perte sèche de dépenses du stand, de temps et puis que toutes les relances n'ont rien donné, bah, voilà, c'est compliqué et vraiment je pense qu'il y a un grand avenir sur les salons beaucoup plus petits à taille, ça rejoint un petit peu le côté, territorial, de se faire connaître des acteurs du territoire. Hem Et donc l'année dernière, on a beaucoup privilégié, on a fait plusieurs salons qui c'était vraiment à la taille du département, voire de la commune. Hem, Déjà aussi, c'est comme c'est beaucoup plus petit, c'est gratuit. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas, ceux auxquels on a été, c'était gratuit, donc voilà, c'est déjà ça et après, il faut pas imaginer qu'on va toucher moins de personnes parce qu'en fait, comme on touche, des acteurs locaux, bah, on voit beaucoup plus d'acteurs locaux, donc enfin, en tout cas pour nous, ça a été très, très, très bénéfique. Donc là aussi, je repars sur le département de l'Eure qui était un super salon. Donc non seulement on a eu un prix, en plus c'était une belle visibilité, on n'a pas eu de frais sur le salon et puis, bah, on a eu beaucoup de ça nous a permis aussi d'avoir des acteurs avec qui on a contractualisé donc, bah, ça c'est génial. Heu, donc, ça je pense que les salons, à taille beaucoup plus petite, enfin, en tout cas, de mon expérience, c'est vraiment, ce que je retiens pour 2025 et puis aussi, d'avoir des salons qui sortent un petit peu de la silver economy parce que quelquefois on retrouve toujours les mêmes acteurs donc, bah, ça nous apporte, pas beaucoup, bah, voilà de voir, tout le même milieu, et là, par exemple, nous on va tenter de faire le Change Now, donc au Grand Palais. Donc là, on va complètement sortir et être sur, un salon de l'impact social, donc avec, plein d'autres acteurs. On avait fait aussi, le Talent for Planet avec la BPI, donc on était sur le stand de la BPI. Donc on essaie aussi de faire, des salons qui sont pas du tout, connectés Silver Economy, mais qui, voilà, qui nous font connaître et du coup, nous, ça nous permet aussi d'évoluer. Donc par exemple, sur le Talent for Planet l'année dernière, heu, on on a été mis en relation avec, une école de jeunes étudiants, donc qui sont, en design et donc avec qui on a créé un partenariat et donc c'était vraiment un échange donnant-donnant. Eux, pour eux, on a été un sujet d'étude et puis pour nous, bah, on a récupéré, plein d'idées et donc, bah, voilà, ça c'est vraiment des échanges qu'on a noués sur ce salon. Jamais j'aurais eu, l'idée d'aller chercher une école, d'étudiants en design. Donc, voilà, je pense qu'aller aussi chercher, d'autres salons, sur d'autres typologies, et là aussi faire attention, faut pas trop dépenser parce que c'est aussi du cash, hein, les salons. Donc essayer, voilà, d'avoir des opportunités de présence gratuite. Pareil sur le Centexpo, on a pu, être sur le salon, de la French Care. Donc on n'a pas pu exposer sur les 3 jours, mais on était quand même présent sur, une demi-journée, donc ça c'était bien aussi. Heu, donc voilà, donc je pense aussi être à l'affût de tout ce qui permet à moindre coût de pouvoir, nous faire connaître. Voilà, puis après, bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de salons de la silver economy, que je découvre moi-même, donc
On se trouve peut-être sur des salons en commun. Il y a des salons aussi qui permettent, hein, de partager des stands. Donc, ça, je pense aussi, la coopération entre entreprises, start-up, associations, j'y crois aussi beaucoup. Et je pense qu'il ne faut pas se priver. Voilà, on avait fait l'IFA de Berlin. Et donc, ça, c'était très chouette voilà, de partir avec la French Tech et c'était France Business. Du coup, voilà, on a eu plein de différents acteurs avec nous. C'était trop bien. Donc Sur voilà. l'IFA, tu étais en tant que quoi? Donc française, si je puis dire, entreprise française, partageant Oui, sur tout un à fait. pavillon français. Ouais, d'accord. On était sur le carré France Business. Donc, c'est un carré, hein, dans l'IFA de Berlin, qui est la même chose que le CES de Las Vegas, mais côté européen. Pas la même chose. C'est comme ça que Je j'étais pense. parti quoique non, j'avais pas un stand partagé, j'avais mon propre stand, mais j'étais quand même sur le quartier français, si Mhm. je puis dire, sur le CES. Ouais. Hop, je rebondis sur ce que Guillaume a partagé en message. C'est que oui, donc l'association voilà, Handitech, on peut négocier des stands partagés sur certains forums et tout ça. Donc, on fait souvent passer donc, par mail des sondages si vous voulez participer à certains forums. Et comme ça, nous, on regarde qui veut venir et si ça vaut le coup de négocier un stand ou pas partagé. Donc, voilà. Oui. Ça peut t'intéresser. Encore pour information, donc le 18 et 19 mars, il y a les Assises nationales du bien vieillir à Strasbourg. Voilà, si Oui, tout jamais. à fait. Ça fait partie des salons, effectivement. Donc, il y a les assises nationales, il y a les salons AG3. Donc, AG3, c'est plein de salons dans différentes villes. AG3 et Andy également, il fait salon Andy. Il faut aussi des salons de petite enfance, de mémoire. Il y a le salon, le festival La Silver Echo qui est à Cannes en septembre. Oui. Il y a le salon de la Silver Expo qui est plutôt sur fin novembre. Donc, les assises nationales. On a les JVMA, donc que nous, on l'a fait l'année dernière. On y retourne cette année. C'est les journées vieillissement, maintien de l'autonomie. C'est à Tours avec le professeur Fougère. Et je trouve que c'est un super. Alors, c'est un congrès. Donc, on voit les participants entre chaque morceau du congrès. Donc, au petit-déj, à la pause déjeuner. Mais c'était un super. Vraiment un super. Au revoir, Guillaume. C'était très, très bien, les JVMA. Puis après, il y en a d'autres, hein, qu'on découvre à chaque fois. Il y a aussi le salon Âge Village. Donc là, c'est pour tout ce qui est thérapie non médicamenteuse. Donc là, de mémoire, il est en novembre. Voilà. Il y a une très, très grande liste du nombre de salons. Le Centre Expo. Donc là, gros salon. Et puis donc, pour terminer la présentation, hop, donc les études de cas et puis les perspectives d'avenir. Donc les perspectives du marché de la silver economy, alors c'est un point de vue personnel, hein, c'est vraiment la digitalisation accrue. Donc je pense qu'on va vraiment vers un marché où nos seniors, y compris les jeunes seniors, mais aussi les seniors en EHPAD, nous, quand on fait faire la visite virtuelle aux seniors qui manipulent la caméra 360, ils adorent. Enfin, c'est vraiment pas du tout imaginer qu'ils soient réfractaires à la technologie. L'inclusion numérique, donc ça que je pense que c'est aussi ça va de pair avec la digitalisation, hein, mais je pense que c'est vraiment très, très important. Et là, ça dépend aussi beaucoup des territoires. Il y a des territoires qui sont encore en zone blanche, qui n'ont pas beaucoup de connexion. Donc il faut vraiment aussi essayer de trouver des solutions. Puis voilà, le sujet de l'IA, il est bon pour quels que soient nos sujets, on ne peut pas l'ignorer. Donc c'est vraiment aussi des opportunités possibles pour nous tous. Hop là. Et voilà.
Moi, j'avais juste une petite question concernant vos résidences que vous avez fait. Vous avez parlé de 2 résidences seniors que vous aviez fait. Oui. C'est des résidences de quelle taille? Ils ont combien de résidents, gros? Oh, une centaine à chaque fois. Une centaine, ok. On en a fait une au Havre, en Seine-Maritime, associative. On a fait 2 résidences autonomie autour de Verdun et de Saint-Dizier. On a fait une autre privée en Essonne. Voilà, parce que résidence-service, c'est privé, résidence autonomie, c'est public, mais voilà, c'est la même chose. D'accord. Oui, tout à fait. Merci Bernadette. Et ça, je pense que ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'avenir. On a vraiment besoin de solutions pour inclure nos seniors. Je pense que c'est très important. Là, on a toute la génération des baby boomers qui aura 85 ans en 2030. Là, c'est pareil, hein, c'est une génération qui a eu l'habitude de modeler son époque au fur et à mesure, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient dans le monde du travail, maintenant jeunes retraités et maintenant quand ils vont arriver en institution. Et je pense que ça va aussi beaucoup, beaucoup faire bouger tout le secteur, le secteur du domicile, enfin tout le secteur, voilà, que ce soit le domicile, l'habitat inclusif, les résidences autonomie, résidence-service et les EHPAD. Je pense qu'on va aller sur quelque chose, ça va être une grande vague, à mon avis, tous les baby boomers qui arrivent. Et ça,